Aujourd'hui, on entend un peu partout que nos problèmes économiques trouveront leur solution dans une simple bascule énergétique. Il suffirait, nous dit-on, de remplacer les énergies fossiles par de l'électricité, rouler en voiture électrique, chauffer nos logements avec des pompes à chaleur, produire de l'hydrogène vert, multiplier les data centers pour tout optimiser, et la trajectoire de notre civilisation redeviendrait soutenable. C'est tout simple. Tout électrifier pour préserver le climat, la biosphère, les sols, les océans, et continuer à vivre comme si de rien n'était. Comme si nous avions enfin trouvé la voie d'un progrès technologique propre, indolore et compatible avec les limites du vivant. Les arguments invoqués semblent solides. Les réserves de pétrole, de gaz et de charbon s'épuisent, et leurs émissions de CO2 dérèglent le climat et menacent la stabilité de la planète. Ces constats sont exacts, mais ils souffrent de lacunes abyssales. Ils ignorent les effets réels qu'entraîne toute technologie lorsqu'on la déploie à l'échelle d'une civilisation mondialisée. Ils induisent que le problème est simple, circonscrit, et qu'un simple ajustement sera suffisant. Qu'il n'est pas nécessaire de regarder ce que produisent, très concrètement, les flux de matière et d'énergie lorsqu'on les fait circuler à l'échelle de la planète. On parle d'énergie, oui, mais on oublie de s'intéresser à la question qui conditionne toutes les autres. Qu'est-ce que l'énergie? Comment se transforme-t-elle? Et qu'est-ce que cette transformation fait au monde? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'énergie, de ce que recouvre réellement ce concept, d'où il vient, comment il s'est transformé au cours de l'histoire, surtout de ce qu'elle libère quand nous l'utilisons à une échelle que la Terre ne parvient plus à absorber, jusqu'à mettre en péril ce qui rend notre monde habitable, l'entropie. Pour commencer, je vous propose de regarder un extrait de l'émission Click du 23 octobre 2025 qui recevait Alexandre Astier et dans laquelle il évoquait la voiture électrique. Juste, la voiture électrique, c'est incroyable. On est d'accord? Au-delà d'être un peu plus propre, etc. Pas que, je sais, mais quand même pas mal. Il y a 7 pièces mobiles dans une voiture électrique parce que le moteur électrique est naturellement rotatif. Donc ça fait rouler des roues et c'est absolument incroyable et c'est fait pour ça. Mais imagine qu'on ait eu que des voitures électriques et qu'à un moment, il y a un mec qui dit, les gars, j'ai trouvé un truc, c'est étonnant. En fait, on arrête l'électricité et en fait, par un système de pistons, on va faire des explosions à l'intérieur de cylindres. Et en fait, avec quelque chose comme 300 pièces, on va pouvoir refaire un mouvement rotatif à partir d'un mouvement rectiligne. Et en fait, ça pourra entraîner des roues et ça pourra faire des voitures qui marchent avec du pétrole. Donc, avec des dinosaures fondus qu'on n'a pas dans nos pays, hein, mais qu'on va aller chercher plus loin et qu'il faudra acheminer en pipeline jusqu'à nous pour faire des voitures qui sont... Ah, mais elles sont plus rapides? Non, moins. Mais elles sont peut-être plus propres. Ah, non, elles pètent de la merde, gros, mais tu peux pas t'imaginer. Ok, mais alors elles ont un avantage. Oui, elles font beaucoup de bruit. C'est pas forcément un avantage. Enfin, en tout cas, voilà. Et puis, on pourra la recharger chez soi. Ah non, il faudra aller dans des endroits spéciaux dans lesquels on acheminera ce fameux pétrole, mais qu'il faut raffiner avant, parce qu'on ne peut pas l'utiliser comme ça. Et ça va puer, ça va polluer, ça va forcément bousiller quand même pas mal la planète. Mais tout ça pour un truc qui est un peu moins bien. Ça n'a aucun sens. Dans cet extrait, ce qu'Alexandre Astier explique en substance, c'est que si on proposait aujourd'hui d'abandonner la voiture électrique pour revenir au moteur thermique, ça n'aurait absolument aucun sens. Et il le démontre en déroulant des arguments très convaincants, à condition d'oublier presque tout ce qui compte. Alors, avant d'aller plus loin, je tiens à signaler que je n'ai absolument rien contre Alexandre Astier. Ouais, c'est pas faux. Et que de manière générale, j'aime plutôt bien ce qu'il a fait. Tout le monde s'en branle, moi le premier. Mais il faut quand même reconnaître qu'ici, Alexandre Astier réussit à faire quelque chose d'assez fascinant. Ne dire que des choses vraies, mais en tirer des choses qui, elles, ne le sont pas forcément. Tous les faits qu'il expose sont vrais. C'est vrai qu'une partie des premières voitures étaient électriques. C'est vrai qu'un moteur électrique est plus simple qu'un moteur à explosion. C'est vrai qu'il délivre immédiatement son couple, qu'il fait moins de bruit, qu'il est moins polluant et qu'il n'a pas besoin du pétrole qu'on n'a pas chez nous. Tout cela est vrai. Mais son raisonnement pose un problème. Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Pour le dire de manière volontairement malhonnête, mais pour rendre visible ce que justement il oublie,
Si la simplicité mécanique, la puissance instantanée et la pollution d'un moteur étaient vraiment le cœur de la question, alors la meilleure voiture du monde, si on s'en tenait strictement au moteur, ne serait ni électrique ni thermique. Ce serait une voiture équipée d'un moteur de fusée hydrogène-oxygène liquide. Si on fait abstraction du bruit, dans un moteur de fusée, on n'a pas de piston, pas de bielle, pas de vilebrequin. Il y a 0 pièce mobile. Il suffit de 2 fluides qui, lorsqu'on les mélange, produisent une poussée absolument phénoménale, sans aucune pollution. Ils ne rejettent que de la vapeur d'eau. Bref, le moteur parfait. Et pourtant, aujourd'hui, personne ne propose de déposer ses enfants à l'école en Ariane 6. Et il faut bien reconnaître que ça posait quelques problèmes dans les embouteillages. Alors, j'entends bien qu'il ajoute qu'un moteur électrique est naturellement rotatif, mais cela ne change rien au fond. Le problème ne se résume pas au moteur. Une voiture, ce n'est pas seulement un moteur. Pour faire tourner un moteur, quel qu'il soit, il faut de l'énergie. Autrement dit, le centre de la question n'est pas la mécanique, mais l'énergie. Pour faire avancer une voiture, il faut une quantité d'énergie suffisante, et cette énergie, il faut pouvoir la produire, la transformer, l'acheminer et la stocker à bord du véhicule. Avant de se demander comment faire tourner les roues, il faut donc avoir une énergie disponible, savoir d'où elle vient, quelle transformation elle exige pour devenir utilisable et à quel coût matériel, social, écologique, et dans une économie capitaliste, à quelle rentabilité. Tout cela devient possible. En d'autres termes, ce qui rend possible la voiture, quelle que soit la technologie envisagée, c'est la faisabilité de l'ensemble des processus techniques qui permettent de la produire. Lorsqu'Alexandre Astier affirme que la voiture aurait toujours dû être électrique, il omet une distinction fondamentale. Le pétrole est une énergie primaire, c'est-à-dire une énergie directement disponible dans la nature et concentrée par des millions d'années de processus géologiques. Il est très dense, relativement stable, stockable et peut être transporté facilement. Les pipelines qu'il mentionne sont ici précisément l'un de ses atouts. 1 litre d'essence contient environ 10 kWh d'énergie chimique. Et si vous posez un bidon sur une étagère et que vous revenez des années plus tard, il n'a pratiquement rien perdu de son potentiel énergétique. À l'époque des premières voitures, en caricaturant, il suffisait presque de forer dans son jardin pour obtenir du pétrole, et une fois que vous aviez réglé le problème du moteur, certes un peu plus complexe qu'un moteur électrique, vous aviez une énergie déjà prête à l'emploi. A l'inverse, l'électricité est une énergie secondaire. Il faut donc d'abord convertir une énergie primaire pour la produire, fossile, nucléaire, hydraulique, solaire ou éolienne. Avant de pouvoir faire rouler une voiture électrique, il faut donc disposer de centrales, de lignes, de transformateurs et de batteries capables de stocker suffisamment de charge. Or, encore aujourd'hui, le stockage électrique pose un problème. 1 kg de batterie lithium-ion moderne stocke environ 0,2 à 0,3 kWh, soit 40 à 60 fois moins qu'un litre d'essence. Et si vous laissez cette batterie sur une étagère, elle se décharge lentement, mois après mois. Et sa capacité maximale diminue avec le temps. Sa chimie vieillit. Autrement dit, elle se vide et décline. Et je parle d'aujourd'hui. Au début du XXe siècle, les premières batteries automobiles ne stockaient environ 0,02 à 0,03 kWh par kilogramme, des ordres de grandeur encore plus faibles. Et même si le moteur électrique de l'époque était déjà performant, souvent autour de 70 à 90% de rendement, et que le moteur thermique était bien moins efficace, souvent autour de 20 à 25%, la densité énergétique du pétrole rendait possible une autonomie infiniment supérieure, pour une infrastructure beaucoup plus simple à construire, même au prix d'un moteur plus complexe. De plus, à l'époque de la révolution industrielle, le bruit et la pollution n'avaient pas l'importance qu'ils ont aujourd'hui. Ce n'est pas le moteur qui a condamné la première génération de voitures électriques, c'est la thermodynamique du stockage. Aujourd'hui encore, ce que la voiture électrique gagne en simplicité mécanique, y compris son côté naturellement rotatif, elle le perd en complexité matérielle et industrielle. Car pour fonctionner, elle dépend d'une vaste chaîne mondiale d'extraction, de transformation et de circulation des ressources. Minerais pour les batteries et l'électronique de puissance, lithium, cobalt, nickel, cuivre, graphite, terres rares, eau et chimie extractive pour les traiter, usines spécialisées pour les assembler, réseaux logistiques et électriques pour les faire fonctionner. Son usage ne fait pas disparaître la pollution et les dégradations infligées à l'environnement, il les déplace ailleurs, autrement, parfois en les aggravant. Autrement dit, la dépendance aux ressources lointaines et aux infrastructures globales n'est pas un défaut du pétrole que l'électricité viendrait corriger, c'est une caractéristique centrale de notre modèle technologique. La voiture électrique n'est possible qu'à l'échelle d'une civilisation mondialisée, au sens capitaliste. Et dans un monde qui se heurte aux limites planétaires, cette contrainte n'a rien d'un détail.
même la recharge à domicile qui est citée comme un avantage, ne l'est que parce que nous disposons déjà d'un réseau électrique massif, mondial, entretenu chaque jour également par des mines, des ingénieurs, des transformateurs, des lignes de haute tension. Encore une fois, elle est rendue possible par l'infrastructure, pas par le moteur. Comparer simplement électrique versus thermique au niveau du moteur n'a pas grand sens. Et conclure comme Alexandre Astier le fait que ça n'a aucun sens d'avoir choisi le pétrole tout autant qu'affirmer que la voiture électrique est un peu plus propre, parce que je sais, mais quand même, c'est pas mal, revient à ignorer la structure thermodynamique de notre civilisation industrielle. Je précise toutefois une chose importante, parce que le propos pourrait être mal compris. Rappeler les avantages historiques du pétrole ne revient absolument pas à la défendre aujourd'hui. À l'échelle où nous l'utilisons, ce pétrole est une catastrophe pour les équilibres biogéochimiques de la planète, pour le climat et pour les conditions d'habitabilité de la Terre. Mais constater cela ne suffit pas à innocenter l'usage de l'électricité dont les impacts miniers, énergétiques, sociaux, géopolitiques sont eux aussi considérables. Dire que le pétrole pose problème ne transforme pas automatiquement l'électrique en solution. Ce qui est en cause, dans les deux cas, c'est la logique industrielle et l'échelle matérielle de nos besoins énergétiques. Plus généralement, les problématiques que je décris ici ne se limitent pas à l'automobile. Elles concernent notre rapport à la technologie elle-même. La voiture n'est qu'un fragment d'une organisation technique qui exige, pour fonctionner, des flux croissants d'énergie et de matière prélevée sur un monde fini. Du coup, après avoir dit tout ça, on pourrait être tenté de comparer les externalités négatives de chacune de ces technologies dans le but de déterminer laquelle serait au final la moins nocive. Et c'est d'ailleurs ce que tout un tas de personnes essayent de faire aujourd'hui. Mais à mon sens, c'est passer à côté de l'essentiel. Les problèmes que nous rencontrons ne proviennent pas directement des technologies que nous utilisons, mais des échelles auxquelles nous les déployons. La vraie question devrait donc être: combien de flux de matière et d'énergie faut-il mobiliser pour alimenter une civilisation techno-industrielle fondée sur la croissance illimitée? Et quelles conséquences cela a-t-il sur l'habitabilité de la Terre? Mais pour répondre à cette question, encore faut-il savoir de quoi on parle quand on parle d'énergie. Et pour cela, il faut faire un petit détour par la physique. Je préfère vous prévenir, dans les prochaines minutes, nous allons aborder quelques notions de physique fondamentale. Mais oui, bien sûr. Personnellement, je trouve cela passionnant. Fantastique, n'est-ce pas? Mais si ce n'est pas votre cas, vous pouvez très bien passer cette partie et aller directement à la suite au timecode qui s'affiche ici. Généralement, quand on aborde le sujet de l'énergie, on entend souvent des choses comme quantité d'énergie ou consommer de l'énergie. Et il me semble qu'elle véhicule une certaine confusion quant à ce qu'est réellement l'énergie. Quand on associe quantité et consommer, cela traduit généralement un rapport avec une substance. Et quand on parle plus précisément de l'énergie, un fluide magique qu'il suffirait de trouver et qu'on pourrait stocker avant de pouvoir l'utiliser. Or, rien n'est plus faux. L'énergie, ce n'est pas une substance. Ce n'est pas non plus une propriété intrinsèque comme la masse ou la charge électrique associée à une substance. L'énergie, ça n'a rien de tout ça. Pour comprendre un peu plus précisément ce que c'est, on va faire un petit tour dans l'histoire, mais également par un ou deux concepts physiques légèrement complexes. Accrochez-vous, ça va bien se passer. Énergie est un mot qui nous vient du grec ancien et qui signifie force d'agir. C'est la possibilité pour quelque chose de produire un effet dans le monde. Aristote l'utilisait pour décrire le passage de la puissance au mouvement accompli, de ce qui peut advenir à ce qui advient réellement. Cette racine conceptuelle s'est affinée tout au long des siècles jusqu'à donner son sens actuel plus précis, plus étrange et beaucoup plus profond que celui d'une simple capacité intérieure. Lorsque la mécanique classique se construit entre le XVIIe et le XIXe siècle, le mot énergie n'a pas encore le sens unifié qu'il a aujourd'hui. On emploie d'autres formules. Vis viva, force vive, travail, pour désigner ce que les penseurs n'arrivent pas encore à formuler précisément. Une puissance d'agir, quelque chose qui se conserve ou se redistribue d'une transformation à l'autre. On constate par exemple, avec Leibniz, qu'un corps en mouvement semble posséder une grandeur liée à sa vitesse, capable de produire des effets mesurables, et que cette grandeur, dans des conditions idéales, reste constante avant et après un choc. C'est le noyau de ce qu'on appellera plus tard l'énergie cinétique. La reconnaissance que le mouvement n'est pas seulement un état visible, mais une force disponible, une capacité à faire advenir quelque chose. Si un boulet de canon rencontre un mur, il le perce ou l'ébranle. S'il frappe une enclume, il la chauffe. Le mouvement transporte ainsi une possibilité de transformation. Dans le même temps, on constate l'émergence d'un autre concept. Il existe des situations où un corps ne bouge pas et possède pourtant une possibilité d'agir. Un rocher, suspendu au bord d'une falaise, ne bouge pas. Pourtant, s'il est débloqué, il ne fait absolument aucun doute qu'il tombera. On parle alors d'énergie potentielle, c'est-à-dire une énergie encore en puissance qui dépend de la manière dont le système est situé dans un monde qui exerce sur lui des contraintes. À ce stade,
On n'additionne pas encore clairement énergie cinétique et potentiel, mais on reconnaît qu'elles expriment chacune un aspect de la force d'agir. Et c'est dans cette histoire conceptuelle qu'intervient Joseph-Louis Lagrange, figure majeure des Lumières scientifiques et auteur de la mécanique analytique publiée en 1788. Constatant que la formulation newtonienne du mouvement rendait certains problèmes plus difficiles qu'ils ne sont en réalité, il remarque que la dynamique d'un système dépend à la fois de sa puissance d'agir, l'énergie cinétique, et des contraintes que le monde fait peser sur lui, l'énergie potentielle, mais surtout de l'équilibre qui existe entre elles. Lagrange propose alors une quantité nouvelle qui combine les deux phases de l'énergie et que l'on écrit aujourd'hui comme la différence entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. C'est le Lagrangien. Ce geste est immense. Il devient possible de dériver les lois du mouvement sans imaginer des forces en train de pousser des objets, mais en lisant directement, dans cette différence, la manière dont un système organise sa puissance d'agir. De cette idée naît une conséquence encore plus profonde. Un système n'évolue pas au hasard parmi toutes les transformations possibles, il suit celle qui rend cohérente, au fil du temps, la manière dont se combine sa puissance d'agir et les contraintes du monde. La quantité qui mesure cette cohérence s'appelle l'action, et la loi qui en découle est le principe de moindre action. Parmi toutes les trajectoires possibles, la nature suit celle pour laquelle la variation de l'action est minimale. Connaître le Lagrangien d'un système physique revient ainsi à connaître les lois qui gouvernent sa transformation. Il rassemble en une seule fonction la structure profonde du changement. Parallèlement aux travaux de Lagrange, Mayer, Joule, Helmholtz et Clausius découvrent, en étudiant les machines thermiques et la conservation du mouvement en chaleur, que quelque chose se conserve dans toute transformation, qui ne se crée et ne se détruit pas, mais qui peut se transformer. C'est ainsi qu'au milieu du XIXe siècle s'affirme le premier principe de la thermodynamique, selon laquelle la quantité que l'on appellera désormais énergie se conserve. Il ne s'agit plus seulement de mécanique, mais d'une loi plus vaste. Quel que soit le domaine qu'on étudie, on observe partout la même invariance. Précision essentielle. L'énergie ne se conserve que dans ce qu'on appelle un système isolé. Si l'énergie entre ou sort du système, sa quantité peut évidemment changer. Cette notion de système isolé est indispensable pour comprendre la suite. L'énergie passe ainsi de l'intuition de la force d'agir à la compréhension mécanique de grandeur cinétique et potentielle, puis au geste lagrangien qui les unifie en une structure de changement et enfin à l'affirmation thermodynamique de sa conservation. Il restait pourtant, au tournant du XXe siècle, une question. Pourquoi ? Pourquoi cette quantité appelée énergie se conserve-t-elle ? D'où vient ce fait qui semble s'imposer partout, depuis les machines des usines jusqu'au rayonnement du soleil ? Et c'est ici qu'entre en scène Emine Noether, mathématicienne allemande incroyablement douée, née en 1882, longtemps empêchée d'enseigner parce qu'elle était une femme, juive, et trop originale pour que l'univers académique, alors conservateur et étroit, accepte facilement qu'elle prenne la parole. Pourtant, c'est à elle que revient l'un des gestes les plus décisifs de toute l'histoire de la physique. En 1915, alors qu'Einstein bouleverse la notion même d'espace et de temps avec la relativité générale, il rencontre une difficulté. Si la gravitation n'est plus une force, mais une courbure de l'espace-temps, que signifie alors la conservation de l'énergie dans un cosmos où les mesures se déforment ? L'énergie est-elle encore la même d'un lieu à l'autre, d'un moment à un autre ? Et si oui, en quel sens ? Noether va répondre à cette question en 1918 en démontrant ce qu'on appelle aujourd'hui le théorème de Noether, considéré par Einstein comme un monument de la physique. Pour ce faire, elle va étudier le Lagrangien dont nous avons parlé un peu avant. Pour rappel, connaître le Lagrangien d'un système physique revient plus ou moins à en connaître les lois qui le régissent. Son étude dans le temps permet de déterminer l'action qui évalue chaque trajectoire possible, la trajectoire réelle, étant celle où l'action varie le moins. C'est le principe de moindre action. Noether comprend que l'action n'exprime pas seulement une trajectoire, elle exprime la stabilité des lois qui rendent cette trajectoire possible. Elle montre qu'à chaque fois que le Lagrangien reste inchangé après une opération, ce que l'on appelle une symétrie, une quantité se conserve. Le cœur de son théorème tient dans cette correspondance entre invariance du Lagrangien et conservation. Et l'énergie, c'est précisément la quantité qui se conserve après une translation dans le temps. C'est enfantin. En d'autres termes, si le Lagrangien reste le même quand le temps passe, si les lois de la nature ne se modifient pas d'un jour à l'autre, si une expérience répétée hier, aujourd'hui ou demain conduit au même résultat, alors cette invariance impose qu'une quantité demeure, elle aussi, inchangée au cours du temps. Cette quantité qui garantit la stabilité des lois à travers le changement, c'est ce qu'on appelle l'énergie. L'énergie n'est pas un fluide qui passe d'un corps à un autre, ni un carburant magique. Elle est ce qui demeure parce que les lois demeurent. La nature ne se contredit pas d'un instant à l'autre, précisément parce que l'énergie se conserve. Cette découverte
bouleverse entièrement la compréhension du concept d'énergie. La physique ne se demande plus qu'est-ce que l'énergie en elle-même, comme si l'on cherchait la nature d'un objet mystérieux. Elle se demande qu'est-ce qui dans l'organisation du réel ne change pas lorsque le temps s'écoule. Et c'est à cette question que répond la quantité que nous calculons sous le nom d'énergie. Elle est une relation stable dans un monde en changement. De cette nouvelle perspective découle un changement profond dans notre manière de parler des transformations. Lorsqu'un système perd de l'énergie, il n'en détruit aucune. Il ne fait que répartir autrement sa contribution à cette quantité conservée. Lorsqu'un système utilise de l'énergie, il ne la consomme pas. Il réorganise la structure des possibles. Lorsque nous disons qu'un moteur transforme de l'énergie chimique en énergie mécanique, ou qu'un laser convertit de l'énergie électrique en rayonnement cohérent, nous ne faisons que changer la langue descriptive des phénomènes impliquant de l'énergie. On constate ici que notre langage même est un problème. Chaque fois que nous parlons d'énergie, les mots nous ramènent presque malgré nous vers l'idée d'une substance, quelque chose que l'on pourrait posséder, mettre en réserve ou encore déplacer comme un fluide magique. Ils nous piègent dans une manière de penser qui oriente nos choix techniques et politiques. Il faut donc absolument lutter contre cette déviation naturelle qui nous enferme dans l'idée que l'énergie serait une chose alors qu'elle n'est qu'une relation qui demeure lorsque tout le reste change. Quand on parle d'énergie structurée ou ordonnée, on veut dire qu'elle est tellement organisée qu'elle n'a que très peu de façons d'évoluer. Comme un ressort prêt à se détendre, il ne peut que se détendre. Ou un faisceau laser dont les photons avancent presque tous dans la même direction. A l'inverse, une énergie dissipée est une énergie tellement dispersée qu'elle peut évoluer de milliers de manières différentes. Comme la chaleur d'un métal, encore chaud, qui se répand dans toutes les directions, ou comme les turbulences dans un fluide, où chaque mouvement se décompose en une infinité de remous sans orientation commune. Quant au verbe transférer ou convertir, il ne parle jamais du passage d'une substance d'un réservoir à un autre, il désigne le fait que le même invariant peut changer de visage, tantôt mécanique, tantôt thermique, tantôt électrique. Rien n'est produit, rien ne disparaît. Seul change la façon dont le monde organise cette même relation qui demeure. Pour résumer, l'énergie, c'est tout ce qui demeure quand tout change. Lorsqu'il écrivit au XVIIIe siècle « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme », Lavoisier ne parlait pas stricto sensu d'énergie, mais il avait mis le doigt sur ce principe essentiel. Le monde se transforme sans jamais se contredire. Bon, j'espère que je ne vous ai pas tous perdus, mais vous l'aurez compris, il s'agit d'un concept complexe auquel on ne peut pas faire dire n'importe quoi, comme on le constate très souvent un peu partout. On ne produit pas d'énergie, jamais on ne la consomme non plus. Les seules choses qu'on peut faire, c'est transférer ou transformer une énergie qui est déjà là. Et dans un système isolé, la quantité totale d'énergie ne peut pas varier. Toute notre civilisation repose donc sur un malentendu. Croire que l'énergie est un carburant alors qu'elle est d'une condition de cohérence du monde. Mais bon, une fois qu'on a dit tout ça, on n'a rien dit sur ce que passe réellement dans le monde quand une transformation se produit. Et pour cela, il faut qu'on parle d'un concept essentiel, profondément lié à l'énergie et auquel je voulais arriver, l'entropie. Alors communément, quand on parle d'énergie, on en distingue plusieurs. On a l'énergie cinétique, potentielle, qu'on a vu tout à l'heure, mais il y a également l'énergie chimique, nucléaire, électrique et thermique. On va précisément parler de celle-là dans pas longtemps. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le type d'énergie dont on parle ne désigne pas une énergie particulière, mais la manière dont elle se manifeste selon des contextes particuliers. En tant qu'être humain, ce qui nous intéresse avec de l'énergie, c'est surtout ce que l'on peut en faire. Tout au long de l'histoire humaine, on a appris à utiliser l'énergie sous différentes formes. On a appris à maîtriser le feu, l'eau, le vent, l'électricité et l'atome. Au fur et à mesure qu'on apprenait, nos techniques se sont affinées et ça nous a permis de les utiliser dans des contextes toujours plus nombreux, en accélérant à chaque fois notre développement. Et il y a un moment dans l'histoire humaine où une innovation technique nous a permis d'acquérir une force de travail, c'est-à-dire une capacité à produire du changement, que jamais aucun autre être vivant n'avait pu mobiliser jusqu'alors. Et cette innovation, c'est la machine fonctionnant à l'énergie thermique, dont la première représentante est la machine à vapeur. Arrêtons-nous un instant pour préciser ce que nous entendons par énergie thermique. L'énergie thermique est l'énergie interne associée à l'agitation microscopique des particules d'un corps. Plus les atomes ou les molécules se déplacent ou vibrent, plus ce corps possède de l'énergie thermique. Il faut donc distinguer deux notions souvent confondues, la chaleur et la température. La chaleur ne désigne pas l'énergie thermique contenue dans un corps, mais un transfert d'énergie entre deux systèmes en raison d'une différence de température. Un objet ne contient pas de chaleur, il peut seulement en recevoir ou en perdre. La température, quant à elle, est la mesure du niveau moyen d'agitation thermique des particules.
Elle indique à quel point, en moyenne, celles-ci sont animées d'un mouvement désordonné. Tout corps dont la température est supérieure au zéro absolu, 0 degré Kelvin, soit moins 273,15 degrés Celsius, possède une énergie thermique puisqu'il existe toujours une agitation microscopique résiduelle de ces particules. Ainsi, lorsque nous parlons d'un corps chaud et d'un corps froid, nous comparons simplement leur niveau d'agitation thermique. Dans le corps chaud, les particules s'agitent en moyenne davantage que dans le corps froid. Ceci étant clarifié, reprenons. Imaginez une vieille locomotive du 19e siècle. La locomotive à vapeur, c'est le symbole de la révolution industrielle. Pour la faire fonctionner, on brûle du charbon dans une chaudière pour faire bouillir de l'eau. À l'intérieur de la chaudière, la pression monte, la vapeur pousse donc contre la paroi et cherche à sortir quelque part. Quand on la libère, la vapeur brûlante sous pression pousse un piston qui entraîne les roues. Mais pour que le mouvement se poursuive, il faut évacuer cette chaleur à l'extérieur, permettant ainsi au piston de revenir dans sa position initiale et recommencer le cycle. Donc, pour que ce mouvement soit possible, et qu'il se perpétue, il est vital que la chaudière reste brûlante, mais également que l'air extérieur soit plus froid qu'à l'intérieur. Sans cela, on ne pourrait pas l'évacuer et le mouvement s'arrêterait. Et toute cette force vient en réalité d'un simple fait, la chaleur s'écoule spontanément du chaud vers le froid. C'est exactement ce que le jeune ingénieur Sadi Carnot comprend en 1824, alors qu'il essayait de comprendre comment optimiser le rendement de ses machines. Il découvre alors quelque chose d'immense. Une machine n'agit que parce que la chaleur va du chaud vers le froid. Pour qu'elle puisse fonctionner, il faut donc une source chaude et une source froide. Comme il faut deux niveaux pour faire couler de l'eau dans un moulin. S'il existe une différence de température entre les deux sources, alors, et seulement alors, la machine peut fonctionner. Dans le cas de la locomotive, la source chaude, c'est la chaudière. La source froide, c'est l'atmosphère. Plus la différence de température est grande, plus la machine peut tirer de travail utile. Plus elle est faible, plus la machine s'essouffle. Et si la chaudière et l'air extérieur finissent à la même température, alors tout s'arrête. Quelques années plus tard, Rudolf Clausius reprend les intuitions de Carnot et déclare « La chaleur qui s'écoule ne revient jamais en arrière. Lorsque la vapeur se détend dans un piston, elle entraîne le mouvement, puis elle finit par se refroidir, retomber, se mélanger à l'air, se dissiper dans l'atmosphère. La machine avance, mais en laissant derrière elle une trace diffuse de chaleur perdue, répandue, irrécupérable. » Clausius forge pour cela un mot nouveau, construit en parallèle du mot énergie, c'est l'entropie, inspiré du grec et qui signifie tout simplement ce qui se transforme. Et il affirme, dans un système isolé, l'entropie ne peut qu'augmenter. Et ça, c'est le second principe de la thermodynamique. Cela signifie qu'à chaque transformation, une partie de la capacité d'agir se dissipe en chaleur qu'on ne pourra plus jamais reconcentrer. Et le futur va montrer qu'il s'agit d'une loi naturelle profonde. Une fois la chaleur répartie partout, rien ne peut plus en être tiré. Mais attention, cela ne veut pas dire que l'énergie a disparu. Elle est toujours là en quantité identique, mais sa qualité n'est plus la même. L'entropie révèle qu'à quantité d'énergie constante, il faut distinguer énergie libre, c'est-à-dire une énergie susceptible d'être transformée en travail, et énergie liée, c'est-à-dire une énergie irrécupérable. À la fin du 19e siècle, Ludwig Boltzmann va pousser la réflexion plus loin en l'abordant en termes statistiques. Je ne rentrerai pas ici dans les détails parce que ça n'apporterait rien à ce que je veux montrer, mais sachez tout de même qu'il a précisé la formulation du second principe en affirmant « l'entropie augmente parce que l'état le plus probable du monde est aussi celui le plus dispersé ». Peut-être aurez-vous remarqué que je n'ai parlé ici que d'énergie thermique, et peut-être pourriez-vous objecter que le second principe ne s'applique donc pas aux autres sources d'énergie. Mais ce serait une erreur, car dans notre monde, toute transformation réelle implique à un moment ou à un autre une dissipation sous forme de chaleur. Chaque fois que vous mettez de la matière en mouvement, ne serait-ce qu'à cause des frottements, vous convertissez une partie de ces énergies en chaleur, et vous diminuez donc la quantité d'énergie utilisable pour produire un travail. Pour résumer tout ce que je viens de dire au sujet de l'énergie, ce qu'il faut retenir, c'est que dans un système isolé, c'est-à-dire dans un système où il n'y a pas de transfert d'énergie avec l'extérieur, l'énergie totale se conserve, mais dès qu'une transformation réelle a lieu, la part de cette énergie capable de produire un travail utile diminue, tandis que la part irrécupérable augmente. J'ajoute encore une précision essentielle. Je ne parle encore ici que de chaleur dissipée, de transformation irréversible, d'énergie qui se répand. Mais ce que Clausius et plus tard Boltzmann mettent en évidence, c'est que cette dissipation n'est pas seulement une histoire de température, elle concerne la manière dont la matière et l'énergie s'agencent. Quand l'entropie augmente, ce n'est pas que le monde chauffe, c'est qu'il se déploie vers un état plus probable, ce qui se traduit par des états où l'énergie et la matière sont plus dispersées. Un état très ordonné, comme une structure organisée, un cristal, un organisme vivant,
correspond à une configuration extrêmement précise, donc statistiquement improbable. Un état désordonné, au contraire, peut se réaliser de milliers de façons différentes. Il est statistiquement favori. L'entropie mesure précisément cela, le nombre de manières dont un système peut être agencé sans changer son apparence globale. Plus il y a de façons d'obtenir le même état, plus l'entropie est élevée. Autrement dit, ordre égale entropie faible. Dispersion égale entropie élevée. Et quand une transformation réelle a lieu, l'évolution la plus probable, la plus naturelle, est toujours une évolution vers des états plus dispersés. C'est ce qui explique qu'une tasse de café laissée dans une cuisine finit par refroidir en diffusant sa chaleur à travers toute la pièce. Parce qu'il existe bien plus de façons pour la chaleur de se répartir dans l'air que de rester concentrée dans la tasse. C'est comme l'encre qu'on verse dans un verre d'eau. Elle se mélange d'elle-même, parce qu'il existe des myriades de façons d'être mélangées et presque aucune façon d'être à nouveau parfaitement séparées. Donc, à ce stade, si on regarde bien, on pourrait émettre une objection. Si, dans toute transformation réelle, l'entropie ne peut qu'augmenter, comment se fait-il que la vie existe? Comment des organismes capables de se séparer, de se reproduire, de créer de l'ordre à partir d'éléments dispersés, bref, de réduire leur entropie interne, peuvent-ils apparaître dans un monde où tout semble aller dans le sens inverse? L'objection paraît solide, mais elle repose sur une confusion. Le second principe ne s'applique qu'aux systèmes isolés, c'est-à-dire aux systèmes qui n'échangent ni matière ni énergie avec l'extérieur. Or, le milieu dont on parle ne correspond pas à cette définition. La Terre n'est pas un système isolé. Dans notre cas, le système isolé pertinent, c'est l'ensemble Soleil, Terre, environnement cosmique, pris dans son ensemble. À cette échelle, le bilan énergétique ne laisse rien entrer ni sortir de manière significative. L'énergie reçue par la Terre provient du Soleil, l'énergie qu'elle émet repart vers l'espace et l'ensemble échange essentiellement de la radiation, mais pas de matière. C'est ce système global qu'on peut considérer à une bonne approximation comme isolé. À l'intérieur de ce cadre, la vie forme localement des structures organisées, c'est-à-dire des zones de faible entropie, mais uniquement parce qu'elle se nourrit d'un flux constant d'énergie basse entropie provenant du Soleil. Cette énergie solaire arrive sous forme de photons très ordonnés, très énergétiques et très concentrés, autrement dit un flux d'énergie de faible entropie. Ces photons possèdent une direction, une fréquence élevée et une densité d'énergie bien supérieure à celle du rayonnement que la Terre renvoie vers l'espace. Cette énergie ordonnée permet aux organismes d'alimenter des réactions chimiques dirigées, de construire des molécules complexes, de maintenir des gradients électrochimiques et, plus généralement, de créer des structures improbables à partir de matières dispersées. Mais cette diminution locale d'entropie a un coût. Pour maintenir leur organisation interne, les organismes dégradent l'énergie qu'ils absorbent et la réémettent sous forme de chaleur diffuse à des fréquences plus basses et dans toutes les directions. Cette énergie rejetée occupe un volume bien plus grand et peut se répartir de beaucoup plus grand nombre de façons possibles, ce qui lui confère une entropie bien plus élevée que la baisse d'entropie interne obtenue par l'organisme. Autrement dit, la vie ne peut préserver son ordre qu'en exportant vers l'extérieur une quantité encore plus grande d'entropie. Et ce rejet ne se limite pas à un organisme isolé. La quantité d'entropie produite par les êtres vivants circule, se stocke et se transmet. Dans l'atmosphère, dans le sol, dans l'océan, dans les réseaux trophiques, les chaînes alimentaires, dans les cycles biogéochimiques. Ces transferts créent des processus interconnectés qui permettent aux systèmes vivants d'exister les uns grâce aux autres. Par exemple, les plantes dissipent l'énergie solaire en construisant des molécules complexes. Les animaux augmentent encore l'entropie en les consommant. Les bactéries dégradent ces molécules en libérant de la chaleur et en rendant les nutriments disponibles. À chaque étape, de l'entropie est produite et redistribuée. Ces flux, cumulés sur des milliards d'années, ont profondément modifié les conditions d'habitabilité de la Terre. Composition de l'atmosphère, régulation de la température, cycle du carbone, de l'azote et de l'oxygène. La vie diminue donc localement son entropie, mais uniquement parce qu'elle participe à un réseau global de transformation qui, à chaque étape, augmente encore plus l'entropie du système complet. Et ce faisant, le bilan global est strictement conforme au second principe. L'entropie du système isolé, Soleil, Terre, Espace, augmente comme elle veut le faire. C'est pour cette raison qu'il n'y a aucune contradiction entre la vie et la thermodynamique. La vie n'est pas une exception au second principe, elle en est l'expression la plus spectaculaire. Un organisme ne peut maintenir son ordre interne qu'en exportant vers l'extérieur davantage d'entropie qu'il n'en réduit en lui-même. Et c'est ce désordre rejeté qui rend possible l'organisation locale, fragile, qu'il entretient. À l'échelle de la biosphère, ces échanges sont massifs et continus, et c'est précisément cela qui permet à la Terre de rester habitable. Et maintenant qu'on en est enfin arrivé à parler de l'habitabilité de la Terre, il faut qu'on parle des limites planétaires, et surtout des liens invisibles qui
qui les relie. Ces limites, obtenues en étudiant la manière dont les grands processus biogéochimiques s'équilibrent, décrivent les conditions physiques très précises qui permettent au flux d'énergie solaire et à l'exportation d'entropie qu'il entraîne de maintenir une biosphère stable. Autrement dit, ce que l'on appelle les 9 limites planétaires ne sont rien d'autre que l'ensemble des équilibres fragiles qui rendent possible l'ordre local qu'est la vie. Climat, intégrité de la biosphère, composition chimique de l'atmosphère, acidité des océans, disponibilité de l'eau douce, intégrité de la couche d'ozone, fertilité des sols, cycle de l'azote et du phosphore, présence ou non de substances toxiques. Chacun de ces processus est un maillon d'un réseau de transformation interconnecté qui absorbe, dissipe et redistribue l'énergie reçue du Soleil. Si l'un de ces processus s'effondre ou s'emballe, il n'entraîne pas seulement une crise écologique, il provoque une rupture dans la capacité de la Terre à maintenir des zones d'ordre à faible entropie. C'est absolument essentiel. La planète n'est pas habitable parce qu'elle possède une atmosphère, des océans ou de la végétation. Elle est habitable parce que l'ensemble de ses composantes forme un système dynamique capable de transformer un flux d'énergie de faible entropie en une organisation stable. Et la stabilité de ce système dépend directement de la manière dont ces flux sont canalisés, régulés et dissipés. Dès qu'un excès de matière ou d'énergie perturbe un cycle, carbone, azote, eau, biodiversité, l'entropie exportée n'est plus absorbée de la même manière, les contrastes qui font circuler l'énergie et la matière ne sont plus les mêmes, les régulations se dérèglent et toute la vie sur Terre glisse vers une autre manière de fonctionner. Une manière qui peut très simplement devenir incompatible avec la vie humaine. Et bon, vous m'avez sans doute vu venir, on va enfin parler de l'humanité, et plus précisément de son organisation techno-industrielle fondée sur l'idée que la croissance doit être poursuivie sans limite. Homo sapiens est un être vivant. Il participe donc, comme tous les autres organismes, au processus que je viens de décrire. Absorption d'énergie de faible entropie, construction d'ordre local, exportation d'entropie vers l'environnement. Mais il possède une particularité. Partout où il arrive, il tend à déstabiliser les équilibres locaux. Il a probablement contribué à l'extinction d'une partie de la mégafaune australienne en aggravant des pressions déjà existantes. Mais jusqu'à une période très récente, la planète absorbait ces perturbations et les systèmes écologiques retrouvaient leurs états d'équilibre. Mais les enjeux ont radicalement changé quand l'humanité s'est dotée d'un modèle d'organisation qui fait de la croissance matérielle continue une obligation structurelle. Le problème ne se réduit plus à l'espèce Homo sapiens, mais s'élargit à la logique thermodynamique du système qu'il construit. Une société techno-industrielle organisée autour d'une croissance infinie repose sur un principe simple. Pour maintenir son fonctionnement, elle doit mobiliser des flux croissants d'énergie et de matière, peu importe la technologie, charbon, pétrole, nucléaire, solaire, hydrogène, fusion hypothétique. La logique reste la même. Si la production, la consommation et les infrastructures doivent augmenter en permanence, alors les flux doivent augmenter eux aussi. Et dès que ces flux augmentent, deux choses se produisent mécaniquement. On extrait plus de ressources matérielles. Lorsqu'une société techno-industrielle poursuit la croissance, elle doit augmenter en permanence les flux de matière qui traversent l'économie. Cette dynamique suit toujours la même chaîne, quels que soient les objets produits. La mine, l'extraction mobilise d'énormes quantités d'énergie et déplace des volumes gigantesques de matière inerte pour obtenir quelques kilos, parfois quelques grammes de métaux utiles. Elle provoque la destruction des écosystèmes locaux, l'érosion et la perte de fertilité des sols, la contamination par des métaux lourds, la perturbation des cycles du carbone, de l'eau et des minéraux, l'ouverture de plaies géologiques qui ne se referment pas. Plus une technologie est avancée, plus elle exige de métaux rares et plus chaque kilo utile exige de détruire des tonnes de roches. Ensuite, il y a l'usine. Une fois la matière extraite, elle doit être transformée. Or, les procédés industriels sont énergivores, irréversibles, générateurs de sous-produits chimiques, dépendants d'une multitude de solvants, plastiques, catalyseurs, additifs, dont une fraction finit fatalement dispersée dans l'air, les sols ou l'eau. Chaque étape multiplie les transformations non naturelles dans la matière, créant des nouvelles entités, des molécules que la biosphère n'a aucun moyen d'absorber ou de dégrader. L'infrastructure énergétique, pour alimenter tout cela, il faut produire de l'énergie. Et qu'il s'agisse de charbon, de pétrole, de gaz, de nucléaire ou de renouvelables, toute production d'énergie utilise des mines, des usines, des procédés chimiques, d'immenses surfaces et des milliards de composants techniques. Aucune énergie n'est neutre matériellement. Le charbon détruit localement, le nucléaire crée des déchets irréversibles, les renouvelables exigent des métaux rares, des plastiques complexes et une infrastructure très étendue. Plus un système croît,
plus cette chaîne doit s'élargir, se répliquer et s'intensifier. Et les conséquences sont simples: destruction accélérée des sols, des écosystèmes, des rivières et fragmentation généralisée de la biosphère. Toute transformation réelle produit de l'entropie, mais celle produite par une société techno-industrielle n'a rien à voir avec celle du vivant. Là où l'entropie créée par le vivant capte un flux d'énergie solaire de faible entropie, diminue localement son entropie en construisant des structures organisées, réémet une chaleur diffuse d'entropie plus élevée, utilise des cycles fermés, carbone, azote, eau, régulés par la biosphère elle-même, s'insère dans un métabolisme global qui recycle, purifie, stabilise et rééquilibre. Résultat, le vivant augmente l'entropie globale, mais en même temps entretient des conditions d'habitabilité qui permettent à la vie de se maintenir. C'est une boucle stabilisatrice. Le système industriel, lui, produit une entropie d'un autre type. Chaleur dissipée en quantité massive, CO2 accumulé sans exutoire, molécules toxiques irréversibles, plastique persistant, particules fines, radionucléides, polluants bioaccumulables. Ce ne sont pas des déchets au sens trivial. Ce sont des formes d'énergie dégradée et de matière dispersée que les cycles naturels ne peuvent ni absorber ni reconvertir. Le vivant rejette une entropie que la Terre sait dissiper, le système industriel rejette une entropie que la Terre ne sait pas traiter. Pourquoi l'entropie industrielle est-elle destructrice? Parce qu'elle rompt les cycles biogéochimiques, modifie les gradients chimiques thermiques et atmosphériques, s'accumule plus vite qu'elle ne peut se disperser, détruit les régulations naturelles, crée des structures muettes, plastiques, déchets chimiques, microparticules, qui entravent la dynamique du vivant. Ce n'est pas seulement plus d'entropie, c'est une entropie qualitativement différente, étrangère au métabolisme terrestre. Le vivant exporte de l'entropie, mais le fait en créant des conditions d'équilibre. Le techno-industriel exporte de l'entropie en détruisant les conditions d'équilibre. Autrement dit, la vie augmente l'entropie globale en maintenant l'habitabilité. Le système industriel augmente l'entropie globale en détruisant l'habitabilité. C'est la différence fondamentale. Dans un monde fini, cette dynamique se heurte très vite aux limites planétaires. Une expansion matérielle exponentielle exige une augmentation exponentielle de l'entropie exportée, ce que la Terre ne peut absorber ou dissiper sans que ces grands équilibres ne se dérèglent. Concrètement, cela veut dire que le climat sort de sa plage de stabilité, que les sols s'épuisent plus vite qu'ils ne se régénèrent, que les cycles de l'azote et du phosphore sont saturés, que l'eau douce devient limitante, que la biodiversité s'effondre, que la chimie de l'atmosphère change, que les océans se modifient de fond en comble, que des millions de substances nouvelles s'accumulent sans exutoire. Chaque avancée technologique, si elle est intégrée dans un système qui exige la croissance continue, ne réduit pas ces flux, elle les accélère. Elle permet de décomposer plus vite, extraire plus loin, transformer plus intensément, déplacer plus rapidement. Chaque gain d'efficacité ouvre de nouveaux usages, augmente la demande et amplifie les flux de matière et d'énergie. C'est l'effet rebond, structurel, incontournable. Ainsi, même un système mondial intégralement alimenté en énergie renouvelable continuerait de dépasser les limites planétaires si la logique interne reste la croissance. Parce que les machines, les infrastructures et les processus nécessaires à cette croissance exigeraient toujours plus de matériaux, de terre, d'extraction, de chaleur dissipée et de transformation irréversible. Quelle que soit la technologie utilisée, un système fondé sur la croissance matérielle infinie converge mécaniquement vers la déstabilisation des conditions d'habitabilité de la Terre. Et il faut être très clair, ce que je viens de dire n'est pas un point de vue, ni une opinion politique. C'est une conséquence directe des lois de la thermodynamique et du fonctionnement des systèmes complexes. En tant qu'Homo sapiens, nous sommes des êtres vivants comme les autres, mais nous avons une particularité: notre capacité à transformer notre environnement est plus rapide que les processus naturels qui stabilisent les milieux où nous nous installons. Partout où nous arrivons, nous modifions les paysages, les sols, les cycles de l'eau, plus vite que les régulations locales ne peuvent s'ajuster. Si ce phénomène restait dans ses limites, nombre de biotopes finiraient sans doute par s'adapter, malgré des dommages parfois sévères. Mais lorsque nous couplons cette capacité avec une technologie fondée sur le feu et le métal, nous nous mettons à produire des formes de matière et d'énergie que le reste du vivant n'est pas en mesure d'absorber. Des déchets qui ne s'intègrent pas au cycle, mais qui les bloquent et les empoisonnent. Autrement dit, nous n'avons pas seulement accéléré les transformations, nous avons commencé à défaire les mécanismes mêmes qui jusqu'alors amortissaient les chocs que nous provoquions. Avec l'arrivée des machines, notre puissance d'action s'est encore démultipliée,
Et la pression que nous exercions sur la biosphère s'est aggravée. La technosphère que nous avons construite a hérité de notre double nuisance. Elle transforme le monde toujours plus vite, tout en rejetant des matières et des formes d'énergie toujours moins compatibles avec le reste du vivant. Aujourd'hui, ce ne sont plus seulement nos capacités collectives qui posent problème, mais le système technique lui-même, renforcé par une manière de penser héritée de la modernité occidentale, qui nous conduit à nous imaginer extérieurs aux processus biogéochimiques auxquels, pourtant, rien ne nous soustrait. En d'autres termes, ce n'est pas tel ou tel gadget technologique qui menace l'habitabilité de la Terre. Ce qui la menace, c'est notre organisation matérielle qui ne sait se maintenir qu'en augmentant sans cesse les flux de matière et d'énergie qu'elle arrache au monde, puis qu'elle rejette sous forme d'entropie que la Terre ne sait pas absorber. Tant que cette logique reste intacte, chaque solution technique devient un étage supplémentaire sur une fusée déjà lancée. Elle peut retarder l'explosion, elle peut déplacer la zone d'impact, mais elle ne change pas la trajectoire. La vraie question n'est donc pas quelle technologie est la plus propre. La vraie question, c'est quelle quantité de monde sommes-nous prêts à détruire pour maintenir notre organisation actuelle? Et symétriquement, de combien de flux de matière et d'énergie pouvons-nous nous défaire sans renoncer à ce qui fait vraiment une vie humaine désirable? Tant que nous refusons de poser ces questions, nous continuerons à débattre de moteurs, de rendement et de solutions vertes tout en laissant intacte la seule chose qui devrait nous inquiéter, la manière dont notre système organise sa puissance d'agir contre les conditions même de l'habitabilité de la Terre. Bon voilà. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire à ce sujet. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et partagez-la pour que je puisse continuer à vous proposer des contenus de ce type. En attendant, soyez créatifs pour le bien de tous, cultivez votre pensée subversive. À la prochaine. Salut.